Notre film d'aujourd'hui, Pourquoi c'est bon, c'est possiblement, même très probablement, le meilleur film d'animation de science-fiction de tous les temps. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, ça jouait assez souvent à la télévision. À peu près tous les aspects du film m'ont profondément marqué en vérité, m'ont suivi toute ma vie. Puis c'est ça, j'avais peur en le réécoutant de me rendre compte que c'était pas si bon que ça ou qu'un peu comme dans The Black Crow, il n'y avait pas grand-chose à comprendre. Que nenni, c'est prodigieusement excellent le film, puis c'est encore meilleur que dans mon souvenir. Ce film-là, c'est La planète sauvage de 1973, le dessin animé légendaire de René Laloux, le grand maître de l'animation de science-fiction française. C'est basé sur un roman de Stéphane Vull qui a coécrit le scénario avec Monsieur Laloux et Roland Topor. Il y a des questions vraiment intéressantes dans ce film-là, j'y reviens dans un instant en réflexion, des questions épineuses, une sorte de marais radioactif, m'a-t-il semblé, autour de la question de est-ce que ça existe un cinéma national? Puis pourquoi ce sujet-là nous met autant mal à l'aise? Question importante à mon avis, mais commençons par nos histoires de martiens. D'autant plus que celle-ci est vraiment excellente. Qu'est-ce que ça raconte en gros? Sur la lointaine planète Igam, il y a les dragues. C'est des grands géants bleus. Ils sont beaux, ils sont sages, ils sont sensibles, ils aiment la science, ils aiment la culture. Ils sont explorateurs de l'univers. Et pendant une de leurs explorations, ils sont tombés sur une planète où ils ont trouvé ce qui semblait être des ruines d'une civilisation, mais ils sont pas certains. Puis dans ces ruines-là, ils ont trouvé des êtres minuscules qu'ils appellent les hommes. Et ils les ont trouvés attachants, ils ont l'air plus ou moins intelligents, ça fait qu'ils ont ramené sur leur planète, puis pour en faire des animaux de compagnie essentiellement. Puis les hommes, évidemment, c'est nous autres. Même si les dragues nous adorent, nous aiment vraiment d'un amour profond, puis même si, encore une fois, c'est une race très sensible, spirituellement, très évoluée, encore une fois amoureux de la science, etc., le fait est que ce qu'on voit dans le film, c'est qu'ils nous traitent de manière complètement monstrueuse, en fait, avec une incroyable cruauté, tout en croyant être bon pour nous. Puis le film va beaucoup parler de ça. On suit un homme en particulier. J'oublie son nom, je pense que c'est carrément Homme. Son nom, Homme-Terre, je crois. Au début, c'est l'animal préféré de la petite fille Drague, là, qui est son maître et qui l'adore profondément. Mais éventuellement, il se sauve, il découvre une autre race, une autre gang d'êtres humains. Ben, éventuellement, toute cette histoire-là, ça prend de l'envergure. Les Dragues commencent à se rendre compte que les hommes, ils sont plus intelligents, non seulement qu'ils croyaient, mais qui seraient peut-être préférables pour eux autres. Puis ils commencent à se dire qu'ils posent un danger réel, là. C'est un vrai danger pour leur société. Ben peut-être que la seule solution pour tout ça, à tous ces problèmes-là, c'est la révolution du point de vue des hommes, mais peut-être aussi que la solution serait le génocide. Puis qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vous invite à le regarder pour le savoir, mais c'est très très bon. Puis la résolution, j'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé tout le film et sans plus tarder, voici pourquoi. Pourquoi c'est bon? C'est un film qui a au moins 3 aspects extraordinaires. Le visuel est aussi beau que rempli d'une rare imagination. Roland Topor, moi je connais pas très bien son travail. Je vous invite en passant à aller lire un bouquin. C'est un Québécois qui a écrit ça, qui est sorti en 2020. Topor et le cinéma, Daniel Laforêt, le nom du gars. J'ai vu une entrevue avec lui sur Internet, là, ça a vraiment l'air super intéressant. Puis bon, la version courte, c'est que Topor, c'est quelqu'un qui aimait pas beaucoup le cinéma, mais c'est ça, c'est un gars avec une imagination merveilleuse, etc. Puis c'est beaucoup sa sensibilité à lui là, qui transparaît dans le film. Le film qui a été d'ailleurs, c'est créé par des Français, mais c'est réalisé en Tchécoslovaquie. Puis je crois comprendre que le point de vue de M. Laforêt dans son bouquin, c'est que l'influence tchécoslovaque est assez profonde. Donc dans ma question de culture nationale, etc., il a gardé ça en tête. Là. Mais si je reviens au visuel du film, si vous avez vu Yellow Submarine des Beatles, ça a l'air sacrilège peut-être de comparer les deux, mais la faune, la flore, toute la différence avec Yellow Submarine, c'est que c'est juste du chaos, un peu pour du chaos. C'est truffé d'imagination
façon truculente, mais c'est pas supposé être vraiment cohérent. Tandis qu'ici, c'est la même imagination surréaliste, mais on a quand même l'impression d'être en présence d'un écosystème. Puis la culture des dragues, dont on voit les manifestations, leur genre de conférences télépathiques, puis leur étrange manière de se reproduire, etc., etc., ben, ça a tout le temps l'air au-delà de notre compréhension. Ça a ce côté-là surréaliste, mais on sent en même temps qu'il y a une logique derrière ça. Je voudrais dire, c'est une logique poétique. Quand on voit les animaux bizarres ou les êtres humains en laisse traînés par les dragues pendant un de leurs programmes d'extermination, ou les machines que les dragues inventent dans le processus d'extermination en question, c'est un film dont chaque seconde est empreint d'une beauté qui n'a d'égal que la créativité qui s'y déploie. Chaque instant du film a ce niveau-là d'émerveillement et de beauté. Deuxième raison, c'est la musique. La musique d'Alain Goraguer, ou Goraguer, j'imagine qu'on prononce. Quand le film commence, la première chose qu'on voit, c'est un écran noir avec la musique. Puis en quelque part, c'est pas pour rien. La musique est une des composantes les plus importantes du film. Si vous l'avez vu, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Goraguer, là, c'est un gars qui a travaillé comme orchestrateur, un orchestrateur légendaire apparemment pour Serge Gainsbourg, Jean Ferrat, Brigitte Fontaine, Brigitte Bardot, France Gall, un paquet de monde comme ça. Puis c'est aussi quelqu'un qui a fait des tonnes de trames sonores. Il a fait un Louis de Funès, il a fait un Nick Carter, un paquet d'autres films comme ça. Mais il a fait surtout des tonnes de musique pour des pornos. Les pornos français des années 70. Ben, la musique de porno des années 70, il n'y a pas juste le Waka Chang là, que tout le monde connaît. Là. Il y a une esthétique, je pense à la trame sonore de films comme School Machine, je ne sais pas trop quoi, les genres de porno allemands des années 70. Il y a une sorte de musique de porno années 70 européen qui est à mi-chemin entre le prog, le funk, la musique atmosphérique. En fait, quand j'ai vu Alain Goraguer, je me suis dit « Ah, c'est le gars qui a fait Histoire d'eau. » C'est Pierre Bachelet qui a fait Histoire d'eau, je me suis trompé. Mais si vous vous souvenez du film de Judy Jekyll, là, ça sonne un peu comme la musique d'Histoire d'eau, avec les chœurs de femmes, puis le phaser sur la guitare, là, puis la basse, puis tout ça. Si vous en avez écouté de la musique de porno des années 70, il y a des gens qui écoutent ça juste pour le côté planant, en vérité. Là. C'est une esthétique en soi. Je sais que c'est revenu dans les années 2000, c'était à la mode en particulier. Il y avait des CD de ça. Puis la version courte, c'est qu'elle est hyper envoûtante, captivante, mystérieuse. Fait que c'est pas une injure de dire que ça sonne comme de la porno des années 70. Là. C'est hyper envoûtant puis charmant. Puis si ça choque au prix des oreilles, faites semblant que je n'ai pas parlé de porno. Gardez seulement en tête que la musique est à toute fin pratique un des personnages du film, puis un des personnages les plus importants. M. Goraguer a vraiment réussi son coup. Le film serait impensable sans ça. Puis la troisième raison pour laquelle c'est aussi bon, c'est que non seulement l'intrigue, quoique simple en surface, est excellente, mais moi j'ai trouvé qu'elle exprimait quelque chose d'hyper important avec une extrême subtilité et sensibilité. Puis cette chose-là, c'est la fameuse question de comment les dragues traitent les êtres humains. Puis c'est intéressant, je vais revenir dans la réflexion dans quelques instants. Si vous allez voir les recensements américains sur Wikipédia ou juste dans les commentaires sur IMDb, vous allez voir que les Américains, eux, ils mentionnent à peu près systématiquement la question de « Ah, c'est une allégorie sur le racisme ». Puis il y en a même qui disent que c'est une allégorie sur les droits des animaux, n'est-ce pas? C'est à peu près systématique, d'après les quelques recensements que j'ai vus, là, ça revient vraiment très souvent. Puis je pense que c'est rater le bateau, ça. Je pense que c'est pas comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, parce que oui, c'est ça, mais quand on dit « Ah, c'est une allégorie sur le racisme », ce qu'on veut dire par là, c'est... Les gens qui disent ça, ils s'incluent pas dans les racistes. Le racisme, c'est toujours l'autre, là. C'est toujours la personne en face de toi, ironiquement. Mais ce que le film met en scène, c'est pas ça. Ce qu'il met en scène, c'est la complicité collective dans le crime odieux et monstrueux.
Puis ça, c'est beaucoup moins... c'est peut-être moins vendeur, c'est peut-être moins charmeur, mais ça me semble beaucoup plus près de la réalité. Puis cette complicité-là, elle vient avant tout, dans le film, de l'inconscience collective. C'est ça. La petite fille drague, quand elle joue avec son humain, elle se rend pas compte que, le costume que l'humain porte est hyper humiliant, puis elle se rend pas compte que les gens de raisin, de l'espace qu'elle lui donne pour le nourrir, que quand elle verse ces raisins-là sur lui, ça lui fait mal parce qu'il en reçoit plein sur la terre. Il y a une scène où est-ce que les enfants drague font se battre entre eux leurs humains. T'sais. Ben, c'est des combats essentiellement à mort, là. En tout cas, c'est des combats assez violents. Eux autres, ça les dérange pas. Puis ils font pas ça du tout par méchanceté. Ces enfants-là, certainement pas notre héroïne, de son point de vue. Là. Elle a 0 once de méchanceté là-dedans. Là. Okay. Elle se rend juste pas compte. Toute la culture drague est comme ça. Ça m'est tout simplement apparu comme une meilleure lecture de comment ces situations se mettent en place, puis en réalité de ce qu'on pourrait appeler les questions d'oppression ou d'injustice sociale dans le monde dans lequel on vit présentement. Donc, pourquoi c'est bon? Parce que cette observation-là, encore une fois, de la culpabilité collective ou de la responsabilité collective, pas par méchanceté, mais par inconscience, par incompréhension, puis par inconscience, parce que cet aspect-là, puis l'aspect visuel, puis l'aspect musical sont tous les trois sublimes, en vérité, je serais dire. Puis tout ça, ça m'amène donc à ma fameuse réflexion. Encore une fois, on est dans mon festival Trame narrative. Normalement, ce que je ferais, ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est dire, OK, bon, mais ici, on a une question qui est... existe-t-il des cinémas nationaux? Pour moi, ça m'apparaît une question importante parce que je suis québécois, puis c'est une question qui se pose avec une certaine urgence, j'oserais dire, la question d'existence culturelle ou pas. En regardant le film, je me suis dit, clairement, ça c'est l'expression d'une sensibilité européenne, puis probablement plus française que d'autres choses. Il y a des trucs là-dedans que j'ai regardés, puis je me suis dit, ben oui, je reconnais des éléments vraiment très français, là. Autant dans juste la sensibilité, dans le genre de dessin que c'est, puis dans des aspects thématiques, OK? Comme, par exemple, il y a un méchant sorcier là-dedans. Ben, le méchant sorcier, on a ça aussi dans les films américains. Le méchant sorcier qui manipule, c'est un lieu commun de la culture occidentale. Mais ce qu'on voit là-dedans est plus proche de le méchant sorcier dans les Rahan, par exemple, les bandes dessinées dans Pif Gadget, qui était l'organe du Parti communiste. Bon, Rahan, le fils des Sages Farouches, là, l'homme préhistorique, bon, mais souvent, lui, il représente le progrès et la science. Il affronte très fréquemment la superstition, l'ignorance, etc. Bon, mais tout ça, c'est la ligne du Parti communiste. C'est la ligne du Parti communiste français. Elle s'exprime pas de la même manière là-dedans que, par exemple, dans The Mole People. Un autre élément qu'il y a de différent entre La planète sauvage puis The Mole People, c'est la manière dont le conflit se résout. La manière dont le héros résout l'injustice structurelle. Puis dans The Mole People, le héros qui incarne le bien résout l'injustice structurelle en anéantissant la culture en question. C'est des restants de l'Atlantide là-dedans qui vivent sous terre, puis il anéantit complètement la société. Le bien triomphe parce que tout le monde est mort. Bon, là, je fais la version hyper synthétique, hyper raccourcie, là, mais vous allez voir mon commentaire que j'avais fait sur The Mole People, c'était pas mal ça que c'est, là. Okay? Puis c'est une approche qui est assez fréquente, finalement, dans la science-fiction, autant cinématographique que littéraire américaine. Là. Ça revient souvent à ça, la solution, c'est le génocide. Tout ça, c'est des pistes de réflexion d'un aspect de ce que j'appelle la méthode, la trame narrative, qui est de regarder, OK, comment est-ce que les discours sont présentés. Mais il y a un autre aspect dont je n'ai pas encore beaucoup parlé pour le moment, c'est comment est-ce que je peux percevoir qu'il y a un problème par le fait que ça me fait réagir émotivement. Donc ici, par exemple, si je parle de cinéma national, je suis tout de suite mal à l'aise. Bon, ben il y a un indice, là. Il y a une piste, là. Puis si je commence à me demander pourquoi, je vais me rendre compte qu'il y a des chances que ma réponse me fasse tomber soit dans un camp préétabli, soit dans un autre. Soit dans la gauche, soit dans la droite.
Puis vous allez me dire que peut-être le centrisme, quelque chose comme ça, mais le centrisme fait partie de ce spectre-là, en vérité. Certainement, dans le cas ici, mettons qu'on parle, OK, est-ce qu'il existe un cinéma national? OK, pourquoi est-ce qu'il y aura un malaise associé à cette question-là? Parce que si on pose la question, ce que ça sous-entend, c'est qu'il existe quelque chose comme des nations. Puis le mot est hyper chargé. Puis dans ma méthode, j'oserais dire, de trame narrative, la question c'est pourquoi est-ce que c'est aussi chargé que ça? Puis on part de ce qui est le plus évident à ce qui est le moins évident. Puis ce qui est le moins évident, c'est ce qui est implicite et pris pour acquis. Puis le plus évident, ça serait des choses du style oui, nation veut dire nationaliste, et donc nationaliste veut dire ethnique, et donc veut dire nationalisme ethnique, veut donc dire nazi, veut donc dire camp de concentration. Veut donc dire Auschwitz, donc les nazis, c'est mal, donc les nations n'existent pas. Puis ça, si vous pensez que c'est grossier, c'est exactement le discours au Canada, ça. Bon. Mais en même temps, le Canada, c'est un pays qui se considère comme multiculturel. Donc son discours explicite est qu'il est une sorte... Il est contre les cultures et contre les nations, mais il est pour toutes les cultures en même temps. Puis là, l'idée, encore une fois, ça serait de regarder, OK, est-ce que c'est contradictoire? Ça va, parce que moi, spontanément, je vais vous le dire tout de suite, moi, je pense que c'est carrément contradictoire. Puis si on va dans cette direction-là, on va se rendre compte assez vite du pourquoi. C'est pas très difficile de formuler des hypothèses sur pourquoi est-ce que l'État canadien a mis en place ce discours-là, puis pourquoi est-ce qu'il est contradictoire. Mais ici, c'est pas ça qu'on va faire. Ici, c'est juste, tout ce que je vais faire, c'est dire, OK, bon, ben, il y a des émotions fortes ici. OK, puis cette question-là de nation puis de peuple, c'est des émotions fortes. Il y a des émotions fortes sur ce sujet-là, partout sur la planète. OK? Je pense pas vouloir dire. Certainement en Europe, aux États-Unis, bon. Ce qui est intéressant ici, c'est pas si j'ai raison ou si j'ai tort sur le multiculturalisme, parce que c'est pas ça mon sujet ici. Mon sujet, c'est, il y a quelque chose qui nous choque là-dessus. Puis cette réaction-là est un indice qu'il y a un problème collectif. Il y a des raisons biologiques à ça. Facile à identifier, là, qui sont, à mon avis, pas polémiques du tout, là, qui nous permettent de voir, en fait, que notre réaction est le signe d'un problème plus profond, puis qu'en vérité, notre réaction cache ce problème-là. Puis mon hypothèse, entre autres, c'est que c'est sa fonction. Une civilisation qui est composée de différentes cultures, c'est une agrégation d'histoires collectives. C'est une histoire collective qui est elle-même formée de plus petites histoires. Une partie de ces histoires-là sont explicites, comme par exemple, le racisme, c'est mal. Bon, c'est un discours explicite, puis il faut être pour la tolérance. Mais il y a une grosse partie des histoires qui sont implicites, qui sont pas explicites. Donc, puis, par exemple, si moi j'accuse quelqu'un de racisme, ça veut donc dire que moi je le suis pas. C'est implicite dans l'histoire. Mais là, je prends des exemples vraiment grossiers, boboches pour faire rapide. Là, ce sont des sujets épineux qui nous hérissent émotivement, puis ça fait justement partie de ce qu'on essaie de faire, de juste voir que ça nous fait réagir, puis pourquoi ça nous fait réagir, puis de voir si on peut, j'oserais dire, déconstruire ça. Prendre notre réaction émotive comme un matériau pour notre réflexion personnelle. Donc, les histoires sont implicites. Beaucoup des histoires implicites sont inconscientes. Donc, non seulement ne sont pas verbalisées, mais sont même plus pensées, sont juste prises pour acquis. Okay? Puis souvent, c'est parce que ça nous a été répété des tonnes de fois ou parce que c'est répété depuis des générations. Puis on a même oublié qu'on se répète ces histoires-là. Les peuples colonisés, souvent, ont un rapport à eux-mêmes qui est basé sur nous sommes tellement inférieurs que c'est une réalité objective qu'on est inférieur et notre seul modèle de bien, c'est la personne qui nous a vaincus, qui nous a colonisés, qui nous a... Bon, cette affaire-là. Bon, ben, tout ça, en vérité, c'est une série d'histoires implicites, inconscientes. Puis ça se met en place parce qu'on est des homo sapiens dans un corps de mammifères, là, avec un système nerveux. OK? Et puis ce système nerveux-là, il y a des émotions. Dans un discours, dans une trame narrative, ce qu'on voit très souvent, c'est qu'il y a une opposition plus ou moins binaire. Okay? Il y a un paquet de nuances parce qu'il faut qu'il y en ait pour que ça tienne. Mais il y a le bien versus le mal. Ici, on a la gauche versus la droite. Puis à peu près tout le monde va se mettre d'accord que quand on s'arrête pour réfléchir, ça veut rien dire la gauche contre la droite. Là. C'est un réseau d'idées hyper contradictoires, incohérentes, OK? Mais à peu près tout le monde a quand même l'impression
que ça pointe vers quelque chose. Puis je pense que c'est le cas. Okay? Mais si on s'arrête pour dire « ouais, il y en a un qui est pour le progrès et l'autre qui est réactionnaire », on tombe toujours en face de contradictions assez rapidement qui fait que idéologiquement, ça ne tient pas. Ni la gauche ni la droite n'est cohérente au niveau idéologique, au niveau du discours qu'elle prétend avoir par opposition à la réalité de ce qu'elle fait. Okay? Mais on perçoit quand même la gauche puis la droite comme quelque chose qui existe. Puis encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose là. Dans la gauche puis la droite, certainement, ce qu'on a à notre époque, c'est la diversité versus le racisme, essentiellement. Okay? Puis c'est à peu près présenté comme ça. Puis on voit ici qu'on a le bien, le mal, la gauche et la droite, puis la diversité, puis le racisme. Puis on voit que ces trois colonnes-là correspondent à peu près dans le discours collectif. C'est sûr que les gens de droite, eux, se voient pas comme dans le camp du mal, mais j'ai pas l'impression qu'ils se considèrent comme étant dans le camp du bien. Je pense qu'ils se considèrent comme le monde frustré. Ils sont juste hyper agacés. Ce qu'on remarque entre la gauche et la droite, okay, c'est que les deux sont sujets à de profondes colères par rapport à ce qu'ils croient être, à tort ou à raison, les croyances de leurs adversaires. Les deux perçoivent des injustices profondes, à tort ou à raison. Les deux considèrent que l'autre ne voit pas cette injustice-là, puis que l'injustice qu'eux mentionnent est fausse ou pas importante. Et les deux, la gauche et la droite, sont extrêmement en colère. Donc, l'opposition entre le bien et le mal correspond à peu près à l'opposition entre la gauche et la droite, correspond à peu près à l'opposition entre la diversité versus le nationalisme ethnique, le nationalisme identitaire, tout ça. Il y a deux autres oppositions qui sont, à mon avis, passées sous silence là-dedans. La première, c'est l'opposition fondamentale entre la colère et la peur. La deuxième, c'est l'opposition entre ce qui a le droit de s'exprimer et ce qui ne peut pas s'exprimer, ce qui est interdit d'expression. Inexprimable parce que mauvais. Okay? Intrinsèquement mauvais. Tellement mauvais que juste le verbaliser est une menace. À quoi? Bon. C'est ça. Il ne faut même pas poser la question. Il ne faut même pas soulever la question. C'est un tabou. Encore une fois, si on prend le bien et le mal, puis qu'on compare avec la colère et la peur, puis qu'on compare avec ce qui a le droit de s'exprimer et ce qui n'a pas le droit d'exprimer, il y a encore une fois une adéquation, à mon avis, presque parfaite. Il y a beaucoup de recoupements, en tout cas. Okay. Le bien a le droit de s'exprimer. Le mal n'a pas le droit de s'exprimer. Puis en fait, c'est parce qu'il incarne le mal, il représente le mal, qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Puis parce qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, il doit donc être refoulé. Puis ça, c'est le contexte, ça, c'est la colonne peur, en gros. Moi, si j'ai une émotion qui vient en moi, si j'ai une pensée qui vient en moi, OK? Bien, si c'est une pensée qui est dans la colonne du bien, OK? Même si ça me met en colère, j'ai le droit de la dire. Okay? Même si c'est une expression de colère, par exemple, je hais les racistes, ça c'est correct, c'est dans la colonne du bien. Okay? Puis si vous êtes dans une gang, mettons, de conservateurs, entre guillemets, là, okay? Je prends des termes juste pour la conversation, OK? Bon, ben, la colère acceptable, c'est haïr les wokistes, mettons. Et si vous avez une autre pensée qui vient, puis des pensées, on en a des dizaines de milliers par jour, là, si vous avez une autre pensée qui vient dans qui veut se manifester à vous, puis qu'elle ne tombe pas dans la colonne, la colonne de ce qui est socialement acceptable dans votre groupe, peut-être que vous allez plus avoir peur de l'exprimer. Peur, colère. Expression versus refoulement. On remarque que tout le principe de ce qu'on appelle la cancel culture, OK, de canceller des gens parce qu'ils ont dit quelque chose de pas correct ou parce qu'ils n'ont pas utilisé les bons pronoms ou que sais-je, là, ben c'est ça, c'est interdire le discours parce qu'il est maléfique. Dans le film La planète sauvage, on remarque que c'est pas cette opposition-là qui est mise en scène. Puis ce qui est justement intéressant, puis c'est un peu un des points que je soulevais tantôt, c'est que oui, il y a de la souffrance, puis il y a de la cruauté, mais elle ne découle pas
d'un esprit maléfique ou d'une essence maléfique ou de quelque chose comme ça. C'est l'inconscience qui provoque la souffrance. Encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus près de la réalité. Puis c'est intéressant de comparer avec des films, mettons comme La Guerre des Étoiles, encore une fois, je veux dire, j'ai grandi avec ça, c'est super bon, puis c'est pas mal plus subtil que ce que j'ai l'air de dire là, La Guerre des Étoiles, mais néanmoins, dans La Guerre des Étoiles, tu as un empire maléfique avec un empereur maléfique, puis tu as le côté obscur de la force qui est représenté par, qui incarne la colère et l'agression. On est dans une situation où il y a le bien et le mal. Ils se réconcilient à un moment donné, là, avec Dark Vador, tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une opposition. C'est pas le même type d'opposition entre, mettons, Les Guerres des Étoiles, par exemple, où il y a clairement les méchants, puis clairement les gentils, puis La Planète Sauvage, où il n'y a pas ça, en fait. Il y a autant de mal, c'est-à-dire autant de souffrance, OK, mais l'explication qui est donnée n'est pas la même. Si on prend le film comme phénomène, incluant ma propre réaction, qu'est-ce qu'on remarque, le film La Planète Sauvage? Ma réaction, c'est l'émerveillement, suivi par la certitude immédiate que le film exprime manifestement la sensibilité d'une culture, OK, qui n'est pas la culture dominante actuelle, OK, qui, bon, ouais, qui se présente pas comme la culture dominante, qui se présente comme la culture universelle. C'est les films de Marvel. Il y a Black Panther, c'est un Africain, donc toute l'Afrique est représentée. Est-ce que c'est vrai? Dans les films de Disney, là, quand ils ont fait Notre-Dame de Paris, avec des gargouilles qui pètent, là, est-ce que c'est une expression fidèle à l'esprit du roman de Notre-Dame de Victor Hugo? Là? Est-ce que c'est la culture universelle, un film de Disney, parce que ça reprend... c'est ça, une histoire chinoise. Bon, ben, je reviens à ma réaction en face de La Planète Sauvage. L'émerveillement, la certitude que c'est un produit culturel, mais presque aussitôt en plus, l'idée que ça peut pas être vrai qu'il y a une différence culturelle, puis que j'ai peur d'en parler. Je suis mal à l'aise à l'idée d'en parler. Ça, c'est l'indice qu'il y a quelque chose qui se passe collectivement, culturellement. Une réaction émotive, OK? Qu'est-ce que c'est? C'est une réaction de mon système nerveux face à ce qu'il reçoit comme une menace. Il y a 6 émotions reconnues, là, scientifiquement. Il y en a 6, il y a la colère, il y a la peur, il y a le dégoût, il y a la tristesse, le bonheur et la surprise. Puis on remarque que parmi ces 6 émotions-là, la seule qui est considérée absolument bonne, de manière sans équivoque, qui est automatiquement dans le camp de le bien versus le mal, c'est le bonheur. Je rappelle les 5 autres, là. Tristesse, ça, c'est des fois, on voit ça comme quelque chose de bon, mais souvent, on voit ça comme quelque chose de pas bon du tout. Surprise, ben, des fois, c'est bon, mais des fois, ça ne l'est pas. Hein? OK, le bonheur, ça va. Puis les 3 autres, c'est ça, colère, peur et dégoût. Ben, qu'est-ce que c'est la colère, la peur puis le dégoût? Les émotions qu'on peut ressentir en écoutant un discours comme, mettons, soi-disant raciste ou soi-disant wokiste, okay? Ou en parlant de est-ce que les nations existent. Là, okay? Ce sont des réactions émotives. Puis pourquoi ce sont des réactions émotives? Parce que c'est le message que mon système nerveux m'envoie quand il perçoit une menace. La colère, c'est quand je sens qu'il y a une frontière qui est en train d'être franchie, une barrière qui est franchie, notamment c'est ça, okay? Mes limites sont pas en train d'être respectées, je suis menacé, puis c'est l'énergie de je vais attaquer la chose qui rentre dans mon territoire, essentiellement, qui met en question mon intégrité. La peur, c'est quand on peut pas... C'est l'option fuite. Fait que c'est la fameuse dualité combat-fuite. Okay. Bon, mais ça, là, les organismes unicellulaires ont ça. T'sais, si vous piquez une cellule, il y a des expériences qui ont été faites, là, juste un organisme unicellulaire, là, puis vous le piquez, là, il va fuir. Okay. Puis si vous mettez un bout de sucre, là, il va aller vers cette chose-là. Il va aller vers le bout de sucre. Okay, c'est à ce niveau-là. Nos propres cellules réagissent comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand il y a un discours collectif qui nous fait réagir avec colère, bien, premièrement, on a une réaction physiologique, pas morale. On a une réaction physiologique. La morale, c'est l'histoire qu'on rajoute par-dessus pour justifier, expliquer, nanana. On a une réaction physiologique parce que notre système interprète à tort ou à raison qu'il y a une menace dans le discours. Puis là, les questions sont, OK, est-ce que cette menace-là est sinon réelle, au moins justifiée? Parce que c'est pas un ours qui est en train de nous manger, si on se met d'accord. Mais il peut quand même y avoir quelque chose qui dit, OK,
Bon, mettons, si vous êtes noir et qu'il y a un discours ouvertement raciste là, qui dit quelque chose quand les noirs sont inférieurs, ce genre de discours-là, c'est pas un ours qui s'apprête à vous manger, mais oui, c'est normal d'être choqué à ce moment-là. T'sais. Ce qu'on observe aussi, c'est que des fois, on entend quelque chose, un message, puis c'est pas ça qui a été dit, puis on l'a mal interprété. Puis ce qui est possible aussi des fois, c'est que la menace qu'on perçoit, c'est que les limites de notre intégrité sont en train d'être atteintes, okay? Mais cette intégrité-là, c'est une fausse intégrité dans la mesure où elle est basée sur un rapport de domination. Mes ancêtres ont conquis, je sais pas, ils sont allés sur une planète puis ils ont conquis les Martiens. OK, qui restaient là. Puis à cette heure, les Martiens vivent sous mon règne, puis on est tous amis, OK? Mais quand il y en a un qui mentionne qu'ils ont été conquis, je m'enrage, là, parce que comment oses-tu, là? Bon, parce que en disant ça, le Martien, il transgresse les limites, mais les limites à ce moment-là, c'est les limites de ma propre bonne conscience. N'est-ce pas? Puis dans une situation comme la question pourquoi est-ce que la possibilité ou l'hypothèse de cinéma national ou de peuple ou de nation, pourquoi est-ce que ça nous choque autant? Ben, je pense que c'est un mélange de tout ça. Il y a des raisons de croire que c'est un mélange de tout ça. Puis l'idée d'avoir une méthode comme les trames narratives, c'est de voir exactement quoi qui se passe exactement. Là. Parce que l'idée, après ça, serait de voir ma réaction, qu'est-ce que moi je prends pour acquis, qu'est-ce qui est présupposé. OK, ben qu'est-ce qui est présupposé dans le cas de cinéma national? C'est souvent dire que les nations existent et synonyme de nationalisme identitaire, qui est extrêmement chargé comme expression, qui a beaucoup de présuppositions. Okay? Puis une de ces présuppositions-là, c'est, oui, c'est intrinsèquement par définition raciste, et ça veut absolument vouloir dire qu'on veut oblitérer les autres cultures, puis qu'on a un sentiment de supériorité, puis tout ça. Donc, à ce moment-là, dire que les nations existent, c'est le mal absolu. Mais c'est seulement vrai quand c'est certaines nations qui disent qu'elles existent. En même temps. Il y a d'autres qui ont absolument le droit, t'sais. Puis il y a des identités qui ont le droit, qui sont considérées comme le mal absolu, okay, comme l'identité québécoise, par exemple. Puis il y a des identités qui sont considérées comme le bien en soi, comme les identités sexuelles, par exemple, présentement. Puis encore une fois, la question n'est pas de savoir lequel qui a raison, lequel qui a tort, mais on remarque deux choses. Les deux sont difficilement réconciliables, que l'identité est le mal absolu dans certaines situations, puis le bien absolu dans d'autres situations. Ça, c'est la première chose qu'on remarque. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui ressemble à une contradiction. Puis deuxièmement, elle me fait réagir émotivement de manière super forte. Puis s'il y a une réaction émotive, par définition, c'est irrationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon jugement est affecté. Puis quand je suis choqué, si vous avez déjà été en colère dans votre vie, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la certitude d'avoir raison. Quand vous envoyez un courriel à quelqu'un, là, en lui disant ces 4 vérités, là, vous pesez sur Enter puis vous le regrettez après, là. Ben, quand vous avez pesé sur Enter, vous étiez certain que vous aviez raison. Puis quand vous avez lu le lendemain, peut-être que vous l'avez regretté. Parce qu'en colère, le réflexe qu'on a, c'est qu'il faut anéantir l'ennemi. Il faut se battre contre l'ennemi. C'est ça l'énergie. Fait que oui, on a la certitude de ce moment-là. Donc c'est ça, ça affecte notre jugement. Puis peut-être qu'il y a une vraie menace, puis peut-être qu'il n'y en a pas. Puis c'est justement, donc ce qu'on cherche à faire avec la méthode que j'essaie de mettre en place, que je travaille à mettre en place, c'est développer des outils pour naviguer ça. C'est utile, par exemple, pour les croyances de style civilité, pour quelqu'un qui a vécu la colonisation ou dont le peuple a été envahi et conquis et dominé. C'est facile, mais pour n'importe quelle situation si vous avez été dans une relation abusive ou une situation familiale abusive ou avec des gens narcissiques, toutes ces choses-là, parce qu'en vérité, c'est la même dynamique. Je vais finir là-dessus pour aujourd'hui, mais c'est ça, une relation de domination puis une relation abusive, si vous allez regarder, essentiellement, c'est les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'exercice au quotidien de ce rapport de domination-là. T'sais. Parce que pourquoi? Parce qu'un être humain, c'est toujours un être humain avec un système nerveux. C'est ça. Puis tout ce qu'on a pour contrôler un être humain, c'est son système nerveux, puis le fait qu'il se raconte des histoires. Et si vous arrivez à contrôler les histoires qui se racontent, particulièrement de manière implicite, vous êtes en business, comme on dit. Fait que c'est ça. Avant de parler de ma recommandation pour aujourd'hui, moi, c'est Christian Maltais, mon nom. J'écris des chansons, créateur, poète et philosophe. Là, si vous voyez philosophe, ça se discute.
aspirant philosophe. Si vous voyez de la publicité sur YouTube, je ne fais pas d'argent avec ça. Si vous voulez me soutenir, si vous trouvez que ce que je fais est intéressant, vaut la peine, il y a plusieurs manières de le faire et croyez-moi, je l'apprécie énormément. Ça compte beaucoup, ça paraît. Vous pouvez faire un don sur mon site web, malte.org, le lien va être dans la description. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon. J'ai 2 Patreons, un pour la musique, un pour la science-fiction. Mon Patreon de science-fiction, je parle aussi de questions comme les trames narratives, les questions sociales, puis même de trucs beaucoup plus... des trucs de genre, des trucs qui intéressent Jung, comme la cabale, puis l'alchimie, puis ce genre de questions-là. Pour l'instant, mes Patreons n'ont pas encore beaucoup de contenu. OK, je le dis par transparence, là, juste parce qu'il faut que je me le temps de tous les produire et les mettre en ligne. Mais j'ai un assez bon plan là, sur ce que j'ai l'intention de mettre en ligne dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais vous pouvez certainement aller voir tout de suite. Puis si vous voulez être dans les premiers valeureux et vigoureux qui m'aident, si vous voulez commencer à m'encourager, ça m'aide beaucoup à faire mon travail, essentiellement. Puis, d'une manière ou d'une autre, je vous suis éternellement reconnaissant pour tout soutien que vous choisirez de m'accorder. Et sur ce, ma recommandation pour aujourd'hui, c'est Heavy Metal de 1981. Film d'animation, anthologie que vous avez très probablement vu si vous écoutez mes vidéos et que vous êtes rendu jusqu'ici. Il y a 2 raisons de le recommander. Premièrement, c'est que c'est excellent, là, c'est super bon. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je l'ai vu souvent. Là. C'est un film culte, non sans raison. L'animation est super bonne, les histoires sont super cool, la musique, Def Leppard qui était vraiment bon. Là, il y a Sammy Hagar, Blue Oyster Cult, il y a plein d'affaires cool. Puis les histoires, c'est inégal, là, c'est une anthologie, mais il y a vraiment des bonnes histoires. Là, l'histoire de pilote de la Deuxième Guerre mondiale qui s'écrase sur une île de zombies. Bon, il y a plein d'affaires super bonnes là-dedans. Mais c'est intéressant aussi de comparer parce que je pense qu'on voit des pistes de réflexion sur des différences culturelles entre l'Amérique puis l'Europe, là, okay? Certainement la France. Là. D'une part parce que justement, comment est-ce que la thématique du mal est abordée. Dans Heavy Metal, c'est le mal absolu là, qui est représenté par, je pense, c'est Lorine, là, le genre de pierre maléfique. Là. Puis encore une fois, je parle de différences culturelles, puis la France, puis tout ça. Bon, la France était un pays catholique pendant longtemps, puis chez les catholiques, il y a le mal absolu, là, par définition. Donc, encore une fois, ça fait qu'il faut se méfier dans les conclusions. Okay? Mais néanmoins, dans la culture telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, puis même dans ce que je viens de souligner, probablement que si on regarde, on verrait toutes sortes de nuances puis de pistes super intéressantes. Certainement, si on compare la morale qui est présentée dans Heavy Metal, okay, qui m'apparaît plus proche de la sensibilité morale nord-américaine, je veux dire anglo-américaine d'aujourd'hui, puis on compare celle dans La Planète Sauvage, on en a un aspect où le mal est présenté comme quelque chose d'extérieur à soi qui doit être détruit, affronté et si possible détruit. Il y a des nuances, mais en gros c'est ça. Puis dans La Planète Sauvage, si vous regardez le film, vous allez voir que c'est pas ça, en fait. C'est plus au niveau de l'inconscience. Mais encore une fois, je pense que c'est plus proche de la réalité, là. Le mal provoqué par l'inconscience. Donc, puis, tu sais, qu'il y a des différences entre l'Europe et l'Amérique, encore une fois, des différences culturelles, et donc, osons le mot, des différences ethniques, là, c'est juste ça que ça veut dire, là, c'est pas couleur de peau, c'est ça que ça veut dire, c'est des différences culturelles, là, OK? Manière de voir le monde différente, OK? C'est ça, comparer Heavy Metal, qui est basé sur la revue Heavy Metal, qui est super bonne, avec la revue Metal Hurlant. Et supposément, Metal Hurlant et Heavy Metal, l'un est une version de l'autre, mais si vous comparez des numéros physiques, c'est pas la même revue, là. C'est pas du tout la même revue, en fait. Mais en principe, l'un est une version de l'autre. Fait qu'encore une fois, là, différent veut pas dire meilleur. Différent veut juste dire différent. Fait que c'est intéressant de comparer, encore une fois. Les deux sont super bons. Heavy Metal, c'est vraiment excellent. Puis La Planète Sauvage aussi, c'est vraiment excellent à tous les points de vue possibles. Puis pourquoi? Parce que c'est un chef-d'œuvre de l'animation puis de la science-fiction, puis que visuellement, musicalement, puis poétiquement, artistiquement, philosophiquement, c'est une œuvre d'une profonde sagesse et beauté. Puis qu'on est chanceux que sur notre propre planète sauvage, une telle œuvre existe.